fréquenter assidûment le conseil municipal, pour aller poser des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Ensuite, au conseil des maires de la MRC, encore la même chose, puis je trouve que c'est une des faces de la vie citoyenne qu'on devrait vraiment faire et ne pas se lancer de faire parce que c'est des endroits où on a le droit de parole. Et eux, ce sont nos élus, puis ils ont besoin de nous voir là, pour voir c'est quoi nos intérêts. Et aujourd'hui, cette rencontre, je vais vous présenter nos conférenciers. Cette rencontre est rendue possible parce que on est tous des bénévoles ici, mais alors là, il fallait que la municipalité nous ouvre leurs portes. Alors, c'est ce qui est arrivé. La municipalité nous prête leur salle gratuitement. On en est bien contents. Et c'est grâce aussi que nos conférenciers ont accepté de se déplacer et de venir nous informer de manière gratuite aussi. Alors, on leur remercie parce que vous allez voir, c'est vraiment appliqué pour des chaillons. Qu'est-ce que la conférence qu'on va faire ce soir? Alors, je vous présente Marc Boulmans, qui va parler. C'est un biophysicien qui a été chercheur à l'UQTR et qui fait partie du collectif scientifique sur les gaz de schiste. Et ils sont une centaine, 150 scientifiques qui se sont regroupés. C'est pas rien, là, 150 scientifiques. On est vraiment chanceux de soit avec nous. Et donc, Marc va faire son intervention. Ça va rouler autour de 50 minutes. On va faire une petite pause de 10 minutes par la suite. Ensuite, Marc va reprendre pour quelques minutes, là, 10. Et par la suite, ce sera Denise Gendron. On a la chance qu'elle soit venue avec nous parce que Denise Gendron, c'est une citoyenne engagée. Elle habite à Sainte-Monique et c'est une ex-mairesse. Alors, on va voir le côté d'une personne qui s'est engagée dans un autre niveau de la municipalité, disons. Alors, sans plus tarder, M. Marc Boulmans, je vous laisse. On l'applaudit. Bonsoir tout le monde. Donc, dans mes dernières rencontres dans d'autres municipalités limitrophes, j'ai eu quelques questions. Là, j'ai pris la peine de répondre à ces questions-là dès le départ, comme ça sera fait. Là. Donc, les gens me demandent c'est quoi le gaz naturel, c'est quoi le gaz de schiste, c'est quoi les différences entre les deux. Donc, en ce qui concerne le gaz naturel, c'est un mélange d'hydrocarbures qu'on peut retrouver soit dans la roche, enfoui profondément, ou alors qu'on peut générer en surface à partir de matériel organique, ce qu'on appelle souvent des biogaz ou du biométhane. Le gaz de schiste, lui, c'est du gaz naturel d'origine fossile, extrait du schiste ou shale, il faudrait mieux prononcer en géologie, c'est vraiment les roches s'appellent des shales, ou d'autres roches, ça peut être des calcaires, des dolomies, on va le voir plus loin. On les extrait par fracturation ou par fissuration que l'on provoque. Et je vais en parler un peu, je vais un peu décrire la technique plus loin. Là, je vous mentionnais que la différence entre le gaz naturel obtenu conventionnellement, c'était ici, c'était en forêt à la verticale, on trouvait une poche de gaz et le gaz arrivait à la surface. Alors que dans le cas des gaz de schiste, on suit ici la couche de shale et puis on doit fracturer la roche pour pouvoir recueillir, extraire le gaz qui remonte dans le puits jusqu'à la surface. Donc, c'est deux procédés vraiment radicalement différents. Le gaz naturel, c'est composé surtout de méthane, qui est une petite molécule ici, avec un atome de carbone et 4 atomes d'hydrogène. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'hydrocarbures. Et puis, lorsqu'on le fait brûler en présence d'oxygène, forme du CO2 et de la chaleur. Et c'est pour ça qu'on l'utilise pour parfois chauffer nos aliments ou chauffer nos maisons. Comment il est formé? Bien, il est formé avec beaucoup de temps. Ça prend des millions d'années à former le gaz naturel fossile. Donc, il y a des océans remplis de plancton ou de différents organismes, des coquillages, tout ça. Puis, ça sédimente au fond et avec le temps, ça s'enfonce de l'ordre de
quelques dizaines de mètres par million d'années. Ça prend beaucoup de temps. Mais au fur et à mesure que ça s'enfonce, comme on le voit dans la prochaine diapo, c'est que la température, quand on se rapproche du centre de la Terre, elle augmente. Elle augmente. Ici, si on est à 2 km, la température est d'environ 50 degrés Celsius. Si on est à 4 km, elle est à près de 100 degrés Celsius. Alors que la pression, parce que c'est un peu comme quand on plonge dans une piscine, au fur et à mesure qu'on renfonce, qu'on plonge dans l'eau, on s'aperçoit qu'on est comme une plus grande pression qui s'exerce sur nous. Mais c'est la même chose pour les roches. Quand on s'enfonce dans la terre, il y a de plus en plus de couches de roches au-dessus de nous, si c'est une expérience de pensée. Et puis à 2 km, la pression est de 300 bars. Un bar, c'est une fois la pression atmosphérique. Donc on a 300 fois la pression atmosphérique. Dans un peu de bicyclette, en général, c'est 3-4 fois la pression atmosphérique. Donc c'est juste pour vous signaler qu'au fur et à mesure qu'on renfonce dans le sous-sol rocheux, la température augmente et la pression augmente. Maintenant, je vais vous faire un court rappel de ce qui s'est passé dans la saga des gaz de schiste. Vous avez sûrement entendu parler, mais je vais vous rafraîchir un peu la mémoire. Donc, ici, on voit Mme Normando à l'été 2010. Elle était ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles à ce moment-là. Elle était aussi vice-première ministre. Et elle disait qu'il fallait que les citoyens aient accès à la bonne information. Dans le domaine du gaz, les gens se demandent si on va causer un préjudice aux nappes phréatiques. La réponse est non. Est-ce que les substances auxquelles on a recours pour forer sont polluantes? La réponse est non. Elle était vraiment extrêmement catégorique dans son discours. Un peu plus tard, au mois d'octobre, parce que là, il commence à y avoir des groupes citoyens qui faisaient des manifestations, elle a été invitée à Tout le monde en parle, et là, elle affirme, pourquoi le gaz de schiste? C'est pour faire du cash. Faire du cash pourquoi? Pour préserver nos systèmes de santé et d'éducation. C'était vraiment présenté un peu avec un certain chantage. Comme quoi, si on n'allait pas dans ce sens-là, on risquait d'avoir un appauvrissement de nos systèmes de santé et d'éducation. Comme la grogne continuait encore de se propager à la grandeur du Québec, c'est le premier ministre Charest de l'époque qui est invité à Tout le monde en parle et qui dit « On va faire une loi avec les standards les plus élevés au monde. » De quelle loi il s'agit? Il s'agit d'une loi sur les hydrocarbures, pour encadrer les hydrocarbures. C'est ce qu'il dit à 3 minutes 40 de l'entrevue avec Guy Lepage. Un peu plus tard, à 5 minutes 50, il dit « On n'est pas des experts dans le gaz de schiste, le gouvernement ne connaît rien de ça. » Donc, c'est un peu contradictoire. Si on ne connaît rien, comment faire une loi avec les plus hauts standards? C'est à ça le demander. À 7 minutes, il dit de toute façon, c'est déjà encadré, et pour l'essentiel et pour l'avenir, c'est amplement encadré. Autrement dit, l'ancienne loi des mines de 2010 et avant suffit à l'encadrement de l'industrie, de la filière du gaz de schiste. C'est ce qu'il prétendait au mois de décembre 2010. Il y a eu le printemps arabe, et puis est venu un autre gouvernement, le gouvernement Marois. Et vous reconnaissez ici Daniel Breton, qui a été nommé à l'environnement, et Martine Ouellette, qui a été nommée aux ressources naturelles et à l'énergie. Qu'est-ce que Martine Ouellette dit 2 jours après son assermentation? Elle dit « Je ne vois pas le jour où des technologies permettront une exploitation sécuritaire des gaz de schiste. » Il dit « C'est pas comme en Alberta, ici au Québec, c'est dans la vallée du Saint-Laurent, un territoire où il y a de l'agriculture, et l'agriculture, c'est du développement économique, il faut le préserver. » 3 jours plus tard, le président de la compagnie Kester, qui est une gazière, il dit « de toute façon, il y a déjà un moratoire au Québec. C'est pas ça qui va changer notre plan de match. » On va voir plus loin pourquoi il dit ça. Pourquoi ça ne semble pas l'affecter, la décision de Mme Ouellette. Au mois d'octobre est toujours tenu d'une rencontre entre les compagnies gazières. C'est la rencontre de l'Association pétrolière et gazière du Québec.
Ici, on voit Mme Ouellette avec Lucien Bouchard et le président de Junex. Et là, Mme Ouellette répond est-ce que le Parti québécois va fermer la porte définitivement au gaz de schiste? Et quelle est sa réponse? Tant que nous n'aurons pas toutes les informations, je crois que toutes les options sont ouvertes. Donc, on voit qu'à l'intérieur d'un mois ou du temps, le discours a changé, le ton a changé. Au printemps qui a suivi, le nouveau ministre de l'Environnement, c'est M. Blanchette, Yves-François Blanchette. Il dit on va faire un règlement qui va interdire tout forage de gaz ou de pétrole à moins de 300 mètres d'un puits où on prélève de l'eau potable. Et lui disait que c'était le règlement le plus sévère en Amérique du Nord. C'est ce qu'il prétendait à l'époque. Mais comme c'est un gouvernement minoritaire, il n'y a rien qui s'est vraiment mis en place et on s'est retrouvé le 23 avril 2014 avec un nouveau cabinet des ministres, avec le gouvernement Couillard. Et là, à l'environnement, on a David Hurtel et à l'énergie, Pierre Arcan, qui était auparavant ministre de l'Environnement dans le cabinet Charest. Au mois de décembre, il y a eu un second BAP. Un BAP, c'est un bureau d'audience publique et le rapport sort finalement. Suite à un premier BAP, suite à une première évaluation environnementale stratégique. Et qu'est-ce que ça dit? C'est un rapport de 546 pages, que j'ai perdu d'ailleurs, si quelqu'un peut le retrouver, j'aimerais ça remettre la main dessus. Il dit que la Commission a constaté qu'il n'était pas démontré que l'exploration et l'exploitation du gaz de schiste dans les basses terres, avec la technique de fracturation hydraulique, serait avantageuse pour le Québec. Pourquoi? Parce que ça occasionne plus d'inconvénients que de revenus ou d'avantages. Donc, le BAP avait été, dans son rapport, extrêmement ferme, extrêmement appuyé. C'est un bon rapport. Évidemment, 2 jours plus tard, le premier ministre Couillard dit au téléjournal avec Céline Galipeau, il dit « Il n'y aura pas d'exploitation de gaz de schiste au Québec. Je ne vois pas l'intérêt de développer ça. » Il avait l'air vraiment catégorique. Donc, la plupart d'entre nous étaient heureux de cette décision-là, sauf que le lendemain ou dans d'autres journaux, c'est pas tout à fait, ça c'est le 19, ici j'ai une erreur, c'est le 19 décembre, le surlendemain de son entrevue avec Céline Galipeau. Qu'est-ce que dit M. Couillard? Il dit « Je n'aime pas les moratoires parce que quand vous mettez un moratoire en place, vous verrouillez la porte. Je veux que les portes restent ouvertes. » Donc, il a vraiment changé d'idée. On pensait qu'il était pour concevoir un moratoire dans la vallée du Saint-Laurent, mais il n'y en a pas eu, il n'y en a jamais eu d'ailleurs. Monsieur Legault, de la CAQ, lui, il dit « J'espère que ce n'est pas un nom définitif, sinon c'est irresponsable. » Et il y a des régions comme à Bécancour où il y a une acceptabilité sociale, qu'il disait. Je suppose qu'il avait été chercher ça parce qu'il a déjà eu l'opération « Vous n'en ferez pas chez nous », qui disait clairement que dans la plupart des municipalités de Bécancour, c'était un non à l'industrie. Février 2015, le ministre Arcan, il dit aux municipalités, il y a une loi qui s'en vient, une loi sur les hydrocarbures, les municipalités vont être prises en compte, on va vous donner des redevances. 40% des redevances qu'on va percevoir de l'industrie, on va leur redonner aux municipalités. C'est ce qu'il disait en 2015, mais quand est arrivée la loi sur les hydrocarbures, on n'a rien vu de tout ça. Un peu plus tard dans le temps, novembre 2015, on est encore au congrès de l'Association pétrolière et gazière du Québec. On voit M. Arcan avec M. Binion de Quester, qui était président à cette époque-là de la PGQ, d'autres présidents. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit le gouvernement va fournir à l'industrie un environnement réglementaire stable et prévisible. Autrement dit, la loi sur les hydrocarbures, les règlements qui sont associés à cette loi-là sont en train de s'écrire et faites-vous-en pas, ça devrait bien fonctionner, vous allez savoir sur quel pied danser. Sauf qu'entre le mois de novembre et le mois de mars, la loi n'est toujours pas apparue. Elle n'a pas été
ni adopté, ni présenté à l'Assemblée nationale. Donc, la compagnie Castel, avec Bénion, il dit, ben là, nous, ça ne marche plus. Il y a un risque que le gouvernement revienne sur le calendrier qui avait été annoncé, puis nous, on quitte le Québec. Et à cette même journée-là, il y avait eu 3 autres entreprises qui avaient dit, nous, on quitte le Québec. C'est ce qu'ils disaient. Mais les permis d'exploration, toutes leurs activités, il n'y a absolument rien qui a changé. Mais ils disaient qu'ils quittaient le Québec. On est en 2016, à la fin de l'année, adoption de la loi sur les hydrocarbures que je vais vous présenter dans la seconde partie. En 2017, M. Bénion, sur son blog, qu'on appelle le blog de Michael, qui s'appelle Michael Bénion, il y a une question qui lui se pose. Il dit, qu'est-ce que la nouvelle loi signifie pour Castel, me demanderez-vous? Eh bien, la porte est demeurée ouverte. Toujours la question porte. La porte, ça revient tout le temps. Pour le développement de notre découverte de classe mondiale du gaz naturel le plus propre en Amérique du Nord. Rien de moins. Et là, un peu plus tard, il dit, nous n'irons pas vers les communautés qui ne veulent pas de nous. Finalement, notre réponse au changement historique sera de faire encore plus de la même chose. Encore plus de la même chose. Pourtant, ils s'étaient présentés un peu en cow-boy, comme on dit souvent. Ils s'étaient fait ramasser aussi. Et puis là, ils veulent faire encore plus de la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Chose certaine, c'est que j'ai épluché tous les rapports, toutes les présentations de la compagnie Castel en 2017. Et qu'est-ce qu'on voit un peu plus tard? Au mois de février 2017, il y a un communiqué de presse qui dit qu'ils ont étudié, ils ont un rapport qui évalue les ressources en gaz de la région de Bécancour et Lobinière. Et c'est ça qui a mis un peu le feu aux poudres. Et dans ce rapport-là, ils disent que ça va être des plateformes à 8 puits qui vont siphonner le sous-sol, si on peut dire, sur une superficie de 7,7 km². Des petites plateformes qui drainent 7,7 km². Plus loin dans ma présentation, j'ai fait de l'exercice pour voir à Deschamps à quoi ça pourrait ressembler pour environ 5 km². J'ai été un peu plus conservateur, si on peut dire. Et ça, c'est ce qui est annoncé dans le communiqué de presse de la compagnie Castel. Dans une autre présentation, le 28 mars 2017, eh bien, ça dit que Castel, qu'est-ce qu'elle va faire pour aider le Québec? C'est qu'elle va diminuer les gaz à effet de serre. C'est ce qu'elle prétend. Mais comment peut-on diminuer les gaz à effet de serre avec du gaz naturel, que ça demande beaucoup d'énergie pour aller le faire sortir, et puis que s'il y a la moindre fuite, ça contribue beaucoup au réchauffement climatique parce que le méthane, c'est un gaz à effet de serre. Mais quand même, plus tard, il dit, on va faire des installations centralisées pour le traitement et le recyclage de l'eau. Et au lieu d'aller piger l'eau dans les rivières ou dans le fleuve, comme on a fait jusqu'à maintenant, et parfois dans les aqueducs municipaux, ça s'est vu aussi dans la région, eh bien là, on va prendre les eaux usées municipales. On va les prendre, on va les stocker et on va les envoyer dans nos puits pour procéder à la fracturation. C'est ce qu'il dit au mois de mars 2017 et il dit aussi qu'on va utiliser des pipelines fabriquées à l'avance pour raccorder les puits dès qu'ils sont fracturés. Pourquoi? Pour éviter justement que le gaz s'échappe, on va faire ce qu'on appelle des compressions vertes. On va raccorder ça tout de suite. Mais ça, l'histoire des pipelines préfabriquées, moi, j'en ai jamais entendu parler. Si je n'avais pas lu sur cette présentation-là qu'elle fait aux États-Unis, on n'a pas entendu parler jamais. Pourquoi qu'il le dit ailleurs qu'il ne le dit pas ici? C'est une question que je me pose. Dans la même présentation du 28 mars, ici, on voit qu'il coche des choses. Il dit, voici ce qui a été fait. Un premier BAP, il y a eu des évaluations environnementales stratégiques, il y a eu une politique énergétique, il y a eu la loi sur les hydrocarbures, la loi a été adoptée. Il dit qu'il reste juste 2 choses avant de procéder à l'exploitation du gaz de schiste. Qu'est-ce que c'est? Les règlements. Les règlements qu'on n'a pas. On a eu la loi fait référence aux règlements, mais on n'a pas les règlements. Et l'acceptabilité sociale pour des projets pilotes. Il ne veut pas aller trop vite en affaires, il dit au moins
pour des projets pilotes, il faut que j'ai l'acceptation sociale, ce qu'il n'a pas à l'heure actuelle. Sauf qu'il ne s'aide pas vraiment parce qu'il dit, sur son compte Twitter, ici c'est à Lobinière, ici c'est à Bécancour, et il dit, regardez, ici au Québec, ce sont des régions qui sont peu peuplées. Il dit, regardez, c'est à peu près vide, il y a très peu de population. Il montre une plateforme gazière et puis c'est sûr qu'il n'y a personne qui va se promener là en plein hiver, surtout s'il fait moins chaud. Pour terminer mon histoire pour ce qui est de la Saint-Gall du gaz séché, juste vous signaler que depuis le mois de février, depuis qu'il y a eu le communiqué de presse de Questar, il y a eu plusieurs articles dans le Nouvelliste principalement. J'ai fait une liste ici. Vous avez juste à cliquer 2 fois sur l'hyperlien, puis vous aurez accès à l'article. Maintenant, je vais revenir un peu en arrière pour vous parler plus de prospection et de géologie. Oui. Elle va être disponible à qui le veut. J'envoie ma présentation à Françoise Brunet. Vous prenez contact avec Françoise Brunet. Et le fichier PDF aura les liens qui vont être accessibles à tous. Dans les années 70, il y avait eu des compagnies gazières comme Shell qui étaient venues forer ici, là, dans la vallée du Saint-Laurent. Et ils avaient dit, c'est donc bien plate, on n'a pas de pétrole, on a juste du gaz naturel. C'est un peu ironique, parce que plusieurs décennies plus tard, ils sont revenus pour le gaz naturel. Là, ça faisait leur affaire, mais il y a 30 ans, 40 ans, ils disaient, écoute, c'est plate, il n'y a pas de pétrole, il y a juste du gaz. Donc, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a du gaz. Et en 2005, ici, on a une carte des permis pour chercher le gaz et le pétrole dans la vallée du Saint-Laurent. Montréal est ici, Québec est là, nous sommes ici. Et la compagnie qui a les permis, c'est la compagnie Questar. Déjà en 2005, elle était bien implantée dans la région. Et elle disait, dans un rapport, dans une présentation, qu'ici à Bécancour, il y avait des zones, là, où il y a des failles, là, où c'est très intéressant. Il y a des prospects de gaz naturel, et puis c'est là qu'on va aller. Et qu'est-ce qu'on va aller chercher? Pas du shale de l'Utica, mais du Trenton Black River, c'est des calcaires accompagnés de dolomie qui contiennent du gaz, parce que c'est des structures rocheuses fracturées, puis ça contient du gaz, et il disait qu'il y en aurait 300 milliards de cubes. La seconde cible, c'est le shale de l'Utica. Ça a changé. Après, c'est devenu, la première cible est devenue le shale de l'Utica, et il y en a d'autres, le grès du Potsdam, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il indique aussi dans sa présentation, c'est que ce soit pour le shale de Lorraine ou le shale du Utica, qui est toujours un peu plus foncé, on voit des fractures dans la roche. Et il prend la peine de l'expliquer comme il faut. Ça, c'est avantageux de des fractures pour la compagnie, parce que ça prend moins d'énergie pour extraire le gaz de la roche par la fracturation hydraulique. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que la fiscalité est avantageuse, on connaît bien le sous-sol rocheux, et il y a une quantité incroyable de gaz en place. Le gaz en place, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du gaz qui est dans la roche, il est là en potentiel, il n'est pas nécessairement possible de tout sortir de là, mais si on réussissait à le sortir, ça serait des quantités incroyables. À quel prix, ça c'est une autre chose. Qu'est-ce qu'ils disent aussi en 2009? Ils disent que, regardez, on a déjà plusieurs choses de fait, et là, avant de faire l'optimisation commerciale, il nous manque 1 an. C'est ce qu'ils disaient en 2009. Donc, le plan de match de Questar et des autres gazières, c'était en 2010, on fonce. Et quand on fonce, on parlait de 20 000 puits à l'époque. On ne parlait pas d'une trentaine de puits, c'était 20 000 puits. Et pour confort, dans le cas de Questar, il avait dit que c'était Sainte-Françoise-Fortierville, donc on n'est pas loin de Deschaillons, Saint-Célestin, Saint-Wenceslas, Saint-David, Saint-Guillaume, plus en Montérégie. Donc, c'était les 3 zones qui avaient ciblées pour des plateformes multipuits. On va voir un peu plus loin. Et comme il disait, regardez, on a investi 250 millions de dollars, encore un autre 250 millions,
et puis on va se retrouver vraiment à forer de manière efficace le sous-sol du Québec. Plus tard, en 2016, on s'aperçoit que les permis qui sont ici sont détenus maintenant non plus par Questerre, mais par Repsol, qui est une multinationale espagnole, spécialisée évidemment dans le gaz et le pétrole, qui vaut 43 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas un petit joueur, c'est le joueur le plus important au Québec. Où est-ce qu'on retrouve ces permis? On les retrouve ici dans la vallée du Saint-Laurent, mais également dans les Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, et à l'île d'Anticosti. Il y en a un peu ailleurs, là, mais c'est mineur. Si on le voit maintenant par région, on voit que le pourcentage de permis dans les basses-terres du Saint-Laurent est aujourd'hui de à peu près un quart, 27%, c'est environ un quart. Plus récemment encore, 28 mars 2017, la figure est très floue, mais c'est tiré du rapport de consultant qui a procédé à l'évaluation des ressources ici dans la région. Et ils ont évalué les ressources dans la région de Saint-Édouard et aussi près de Sainte-Sophie-de-Lévrard. Donc, on voit que ça les intéresse toujours. Ça, c'est pas quelque chose qui est tiré de je ne sais pas, moi, les gens vont dire de Greenpeace. Non, c'est vraiment tiré des compagnies gazières. C'est ce qu'ils présentent ailleurs. Donc, on ne peut pas revenir là-dessus. Maintenant, pour ce qui est de la fracturation, eh bien, voilà le fauteuil. Vous vous installez là et procéder à la fracturation hydraulique, mais il faut quand même des connaissances. Il faut une équipe vraiment qui connaît son affaire et en général, elle vient de l'Alberta ou du Texas. Elle utilise toutes sortes de quincailleries pour pouvoir aller à l'horizontale, pour pouvoir aussi procéder à la fracturation avec des explosifs. Donc, il faut procéder par étapes. On ne peut pas fracturer sur toute la section horizontale, mais il va par étapes de 100 mètres en général. On utilise des trépans. Ces trépans-là coûtent vraiment extrêmement cher, 25 000 $ par trépan. Il faut en utiliser pratiquement une douzaine à chaque forage que l'on fait. Donc, voilà un petit peu pour juste vous présenter un peu la technologie. Puis, en ce qui concerne les schémas, bien, vous avez votre plateforme ici. Et les puits horizontaux, verticaux, et les puits horizontaux ici qui peuvent faire, selon la figure, de 1 à 2 km. Et là, ils vont présenter ça à une profondeur de 3000 mètres et 3 km. Donc ça, c'est une plateforme à 8 puits, dans le même genre que celle qu'ils vont faire, qu'ils prévoient faire dans les projets pilotes. Une fois qu'ils ont fracturé, on voit ici les espèces d'arborescence, dendrites. Donc, c'est la roche ici, qui serait peut-être du chêne du Tika, qui est enfoncée. Bien, ils essaient de maximiser, de broyer, si on peut dire, le maximum de roche à cette profondeur-là. Donc, c'est un dessin, c'est pas la réalité. Mais le but, c'est d'extraire 100% du gaz qui est emprisonné dans la roche. On a très peu de résultats au Québec, c'est pratiquement le seul qu'on a. On voit le débit d'un puits de gaz de schiste en fonction du temps. Et on voit qu'avant même d'arriver en 1 an, 365 jours, on voit que ça a déjà diminué d'un facteur 10 le débit. Le déclin est très très rapide. Après 5 ans en général, c'est plus vraiment possible d'extraire du gaz naturel, du gaz de schiste d'un puits, parce que les débits sont trop faibles. Il faut refracturer le puits ou alors aller ailleurs. Donc, à partir de cette courbe-là, on peut calculer la quantité de gaz qu'on extrait pendant la période commerciale, si on peut dire, du puits. Et on arrive, à partir du volume qui serait fracturé, ici on le connaît pour le puits de Saint-Édouard de Leclerville, eh bien, ça donne environ 20%. Marc Durand est arrivé ici, il a donné 19% comme taux de récupération. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'il y a dans la roche, là, on en récupère 19%, il en reste 81% qui va sortir par après. On ne sait pas trop comment ni quand.
Il y a aussi possibilité d'avoir des puits horizontaux à différentes profondeurs parce que, comme je vous l'ai mentionné, il n'y a pas qu'une seule roche cible, il y en a plusieurs. Il peut y avoir 2, 3 épaisseurs de roches qui sont intéressantes. 3 types de roches, on peut dire. Donc, ça peut être ici les calcaires, le shale de Utica ailleurs, et puis peut-être le shale de Lorraine. Donc, il faut imaginer que c'est pas parce que la compagnie va à l'horizontale, il faut aussi imaginer qu'elle peut aller à plusieurs niveaux à l'horizontale. Et en surface, ce qu'on voit, c'est que les plateformes avec les puits doivent être reliées. C'est normal, parce qu'il faut canaliser le gaz, il faut le rassembler, le collecter pour pouvoir le mettre dans le réseau de gaz métro. Donc, toutes ces plateformes sont réunies par des gazoducs et ça ressemble un peu à cela. Donc, ici, c'est une photo prise en Pennsylvanie. On peut voir qu'il y a eu plusieurs gazoducs qui ont été creusés pour réunir, pour relier les plateformes qu'on voit ici. Donc, il ne faut jamais oublier que qui dit puits dit gazoduc. On utilise aussi pour la fracturation des agents de soutènement pour maintenir les fissures ouvertes. On va fracturer sur environ 100 mètres de sous-sol, de part et d'autre du puits, mais on utilise des grains de sable, des petits grains de sable, des billes de céramique ou de bauxite, si vraiment il faut aller fracturer à très grande profondeur, à plus de 2-3 km. Il faut utiliser autre chose que du sable. Et puis, il faut essayer d'utiliser autre chose que de l'eau. Parce que l'eau, ce que ça fait, c'est que ça envoie le sable dans les fissures, mais ça ne les envoie pas aussi loin qu'il le faudrait. Donc, on n'a pas les débits aussi performants que si on utilise des solutions avec des gels. Mais bon. Ici, je vous présente les grains de sable, comme quoi c'est très très fin dans la main. Et malheureusement, on a aussi les additifs chimiques qu'on utilise pour le forage. Donc ici, c'est juste une courte liste au Québec pour les fluides qu'on utilise pour le forage. Je ne parle pas de fracturation, pour le forage. Et il y en a un comme le DESCO, que quand on regarde la feuille de spécification, on voit que plusieurs produits chimiques avec différentes concentrations qui ne sont pas nécessairement bien précises. Et ce qui est écrit, il faut faire attention, il ne faut pas contaminer les étangs, les voies navigables, les fossiles, etc. On voit que c'est quand même des produits toxiques qui sont utilisés. Pour la fracturation, ici on a nos barils d'additifs qu'on envoie dans des camions mélangeurs, dans des espèces de manifolds et qu'on envoie avec des camions pompes sous pression dans les têtes de puits qu'on voit ici en vert. On en voit 4 plus loin. Donc, quand vous voyez une amanchure comme ça, c'est clair qu'on est à l'étape de fracturation. Et il y a eu une étude de l'EPA américaine qui a démontré que sur les 1436 additifs qu'on avait utilisés pendant environ 5 ans aux États-Unis, qu'il y en avait la moitié environ qu'on pouvait associer à une structure chimique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les autres, on ne sait pas de quoi il s'agit. C'est mystérieux. On n'a pas la structure chimique. Si vous demandez à un chimiste de parler d'une molécule dont il ne peut pas la visualiser, il ne peut pas rien dire, il ne peut pas rien faire, il ne peut pas l'étudier, il ne peut pas mesurer sa concentration. Donc, ça, c'est un problème qu'on a. D'ailleurs, au Québec, on l'a rencontré. Ici, la compagnie Trican, je pense que c'était dans le puits de Saint-Édouard, avait utilisé du FR1, Friction Reducer. Et là-dedans, eh bien, on a 100% d'un produit dont on n'a pas le numéro ou le symbole chimique, on n'a aucune. On n'a rien, absolument rien. On ne sait pas la composition de ce produit-là. Et ça a été utilisé au Québec. Ce qu'on a appris aussi de l'étude de l'EPA, c'est que ce qu'on envoie dans le puits et ce qui ressort est différent. Sur les centaines de produits chimiques, ici encore là, c'est les premiers de la liste. On peut voir qu'il y a des produits comme celui-ci, 3e ligne, 4e ligne, 5e ligne, 6e ligne, qui n'étaient pas dans les produits qu'on a ajoutés dans les puits. Mais on les retrouve à la fin quand ça ressort des puits. Pourquoi? Bon, premièrement, peut-être parce qu'on ne savait pas qu'on les avait utilisés, mais surtout parce que quand on envoie ça dans le puits, à haute température,
température, à haute pression, avec des roches qui contiennent déjà des produits chimiques de toutes sortes. Ça fait comme un réacteur chimique, et on se retrouve avec des nouvelles molécules qu'on n'avait pas au tout départ. C'est logique là aussi. Quelques risques que je vais vous montrer. Il y a le risque de l'inondation, excusez-moi, où on peut voir ici sur une plateforme que s'il y avait des produits chimiques, ça aurait pu se renverser, il y aurait pu avoir un risque à ce moment-là. Ça, je pense que c'est en Pennsylvanie, après l'ouragan Lee. Ici, c'est une erreur humaine, malheureusement. C'est en Louisiane. Il y avait eu une vanne qui était demeurée ouverte et le liquide de fracturation avait été répandu dans le champ. Et les vaches, quand ils se sont rendus dans ce champ-là, ils ont bu, malheureusement, ils ont bu ce qu'il y avait dans la pelouse. Et 1 heure après, les vaches sont mortes. Toutes les vaches sont mortes. 19 vaches qui sont mortes en 1 heure. Il faut le faire. Un autre risque, c'est que quand on ford et qu'on fracture les puits, il peut arriver que les anciens puits abandonnés, il y ait comme une connexion qui s'établit entre le nouveau puits et l'ancien puits. Et ce qu'on voit apparaître dans les champs, les boisiers ailleurs, c'est des espèces de geysers, parce que, évidemment, il y a eu une connexion entre le nouveau puits et l'ancien. De quelle manière? Est-ce que c'est via l'enveloppe du puits? Est-ce que c'est via le sous-sol? On ne le sait pas toujours. Voilà. Un autre risque, c'est les risques d'explosion. Ici, c'est quand même la compagnie Halliburton, qui n'est pas la première venue. Il y avait tout un train de tige qui était dans le puits. Ça a sorti du puits, c'est arrivé quasiment sur la tête du chauffeur. C'est un accident, vraiment, il aurait pu y avoir des blessés, même des morts. Quand ça saute, ça saute. Il n'y a pas moyen vraiment de résister à ça. Il y a des incidents peut-être plus mineurs, comme là, on voit un camion qui est resté pris dans le bassin de décantation. Mais encore là, c'est pas bon pour le bassin, c'est peut-être pas bon pour le camion non plus, parce que c'est en général très toxique. Dans la région de Bécancour, eh bien, on est situé ici, au nord. Et puis, si on prend la carte du ministère des Ressources naturelles, on voit des chaillons ici. Là où nous sommes, c'est l'étoile. Je vois que vous voyez l'étoile, c'est là où nous sommes présentement. Et là, on voit apparaître des lignes. Toutes ces lignes-là, ce sont des levées sismiques, souvent avec des camions qui font vibrer la terre pour étudier le sous-sol, pour étudier les roches, à quelle profondeur ils sont, quel type de roche, etc. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les puits d'hydrocarbures sont toujours le long de ces levées sismiques. C'est normal. Les compagnies fortes, là où ils connaissent bien le sous-sol. Donc, si vous avez des levées sismiques dans votre voisinage, ben, vous risquez d'être rejoint un jour par une compagnie qui voudra forer, parce que, comme je vous l'ai dit, règle générale, c'est toujours le long des levées sismiques. C'est pour ça que je vous présente la carte. Là, je vous présente les puits les plus proches d'où nous sommes. On est chanceux, le plus proche est seulement à 9 km, assez éloigné. C'est un puits qui a été foré par la compagnie Esso en 1956 à une profondeur d'environ 1 km. Ce n'est pas un puits de gaz de schiste, on peut dire. C'est un ancien puits du temps où on cherchait du pétrole. Il y en a d'autres, par contre, comme le A279, qui est un puits de Talisman Énergie, qui a été foré en 2010 et qui a une section horizontale de 1300 mètres. C'est le puits de Fortierville. Et il y en a d'autres. On se retrouve dans les plateformes des Basses-Terres du Saint-Laurent et les attalages, c'est un peu plus loin, s'en allant vers Villeurbanne. Et dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, on retrouve les shales, ou schistes, Queenston, Lorraine et Scott. Ensuite, les calcaires, les dolomies, les grès et le granit, la roche précambrienne, très ancienne, de plus d'1 milliard d'années, et qui, en fait, ne contient pas de gaz de pétrole, parce qu'à 1 milliard d'années, il n'y avait pas grand-chose qui grouillait sur Terre. Donc, on retrouve des traces de gaz de pétrole dans les dolomies, les calcaires et les schètes. Ça ici en rose,
c'est des permis d'exploration qu'on a vu tout à l'heure dans notre couleur. Eh bien, ils sont là. Ils portent des numéros comme ça. Et toute la région est en rose. Ce sont des permis d'un seul tenant, donc les compagnies peuvent forer n'importe où ici. Ça, c'est le permis d'Échalion, si on peut dire. C'est un permis de 204 km² qui est détenu par la compagnie Repsol et qui a été reçu, si on peut dire, du ministère en mai 2008. Et ce qui est intéressant, encore là, quand on lit les rapports des présentations des gazières, c'est qu'on apprend que ces permis-là ont été prolongés jusqu'à l'année 2023. 2023! Moi, j'ai tombé en bas de ma chaise quasiment quand j'ai vu ça, parce que je me suis dit, j'ai jamais vu ça nulle part, j'ai pas vu ça dans aucun document. Au ministère, on nous dit que c'est des permis qui sont renouvelables 5 ans, point la ligne. Là, on sait qu'ils sont prolongés en 2023. Quand même fort le café que ça. À Deschalion, qu'est-ce qui pourrait arriver? C'est qu'ici, on a une carte pour la gaz, ici une carte pour le pétrole. Quand c'est rouge, c'est qu'il y a des sweet spots, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gaz, il y a beaucoup de pétrole. Eh bien, là où nous sommes, il n'y a pas vraiment de pétrole et il y a très peu de gaz aussi, on va le voir un peu plus loin. On est quand même dans la zone qu'on appelle de l'Utica. Et dans la partie nord de la zone de l'Utica, là où il y a l'étoile, on est plus proche de la rive nord. On est juste en face de Sainte-Anne-de-la-Pérade, on est proche de la rive nord. Et à Fortierville, le puits que je vous ai mentionné tout à l'heure, ici on voit la section horizontale de 1,3 km. Et puis ici, on voit la photo du pad. C'est un pad de 2 hectares. En général, je prends 1 hectare, parce que souvent c'est 1 hectare. C'est juste à la fin qu'on a mis 2 hectares. Puis là, Anticosti, ils veulent plus, il y a eu côté de 4 hectares. Parce qu'ils veulent vraiment faire de grandes plateformes avec plusieurs puits. Ici, on voit un puits, puis ici, on a comme un réservoir pour les eaux usées. Je reviens à des corridors. Ici, nous sommes dans le corridor qui est entouré de vert. C'est le corridor numéro 3. C'est moins intéressant pour les entreprises parce que le shale, il est vraiment pas profond. Il est à faible profondeur. Ils préfèrent quand il est plus profond et qu'il y en a plus épais. Tout de suite, on le voit ici, ça c'est la profondeur du shale d'Utica. À Deschalion, on est dans le jaune puis dans le vert, jaune-vert. Ça correspond à peu près à une centaine de mètres d'épaisseur. Excusez-moi. On est dans le jaune, on est à 500 mètres de profondeur. Okay. Si on était, mettons, à Saint-François-du-Lac ou en allant vers Saint-Hyacinthe, on serait beaucoup plus profond. Ici, on est à 500 mètres, ça ressemble à ce qu'on est ici à Trois-Rivières. 500 mètres de profondeur où se trouve le shale. L'épaisseur, plus c'est rouge, plus il y en a beaucoup, plus c'est rouge. Donc, à Saint-Hyacinthe, il y en a beaucoup plus, il y a plus de 500 mètres. Ici, en vert, on a de l'ordre de 100 mètres d'épaisseur. Et à partir de ces calculs-là, on peut estimer la quantité de gaz sous la municipalité. Là, je sens que je commence à vous intéresser. Et ici, d'ailleurs, il y a une carte de la Commission géologique du Canada où on peut voir, là, nous sommes, là, il y a une étoile, on a une certaine couleur de bleu. Cette couleur de bleu-là correspond à une concentration de gaz, une teneur en gaz, de 20 milliards de pieds cubes par 1000 carrés. Ça, c'est des unités qu'utilise l'industrie. On peut le mettre en unité métrique, mais peu importe. À partir de cette concentration-là, à partir de la superficie de la municipalité, on peut calculer combien il y a de gaz. Donc, je l'ai fait. Donc, 100 mètres de shale, 500 mètres de profondeur, ça nous donne une teneur de 20 milliards de pieds cubes par mètre carré, donc 280 milliards de pieds cubes de gaz. Mais on en extrait seulement 20 et les prix du gaz présentement, c'est 3 $ par 1000 pieds cubes. Donc, 170 millions de dollars qui dorment sous nos pieds
c'est la municipalité, sous les pieds de la municipalité de Deschaillons. 170 millions, c'est 190 000 US par personne. Certaines localités au Québec sont à plus de 1 million de dollars par personne. Sauf que cet argent-là n'appartient pas à la municipalité, n'appartient pas au propriétaire, parce que les ressources du sous-sol appartiennent à l'État. Et l'État a cédé les droits à l'industrie et l'État reçoit en contrepartie des redevances lorsqu'il y a l'exploitation du gaz ou du pétrole. Mais ça, c'est juste une partie de l'équation. Il faut les forer, ces puits-là. Et là, compte tenu de la dimension de la municipalité, il va falloir 6 plateformes à 8 puits, donc 48 puits, et ça coûte 16 millions de dollars pour forer. En fait, ça coûte moins, peut-être 2 fois moins, mais il faut les raccorder, et puis il y a les chemins, et puis il y a il faut purifier le gaz. Et que quand on considère le tout, c'est autour de 16 millions. Donc, ça coûterait, pour extraire le gaz de Deschaillons, 770 millions. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est ce que je dis, c'est non rentable à l'heure actuelle, parce que 770 millions est beaucoup plus grand que 170 millions, ce que ça pourrait nous rapporter. Est-ce que ça pourrait être rentable? Eh bien, il faut bien regarder qu'en 2006 et en 2008-2009, le prix du gaz, au lieu d'être de 3 le millier de pied cube, il était au-delà de 10 Il a même atteint 12 puis 15 le millier de pied cube. Et c'est pour ça qu'à cette époque-là, les gazières, ils foraient ici, dans la MRC de Bécancour. Et c'est pour ça qu'en 2010 ou 2012, quand M. Binion disait à Mme Ouellette, ça ne change pas mon plan de marche, c'est sûr parce que le prix du gaz était beaucoup trop faible. Il était en deçà de 5 le millier de pied cube. Dans la prochaine diapo, on peut voir que le prix, encore là, du gaz, ça fluctue, ça va en diminuant. Et compte tenu de ce que ça coûte à l'industrie pour extraire le gaz, on voit qu'ils sont déficitaires. Tout ce qui est assuré, c'est déficitaire. Fait que la majeure partie du temps, depuis 2009, ce sont des opérations déficitaires. Enfin, je parle pour une partie du gaz de schiste au Canada et je parle aussi pour ça serait le cas probablement au Québec aussi. Donc, juste vous dire qu'il n'y a pas assez de gaz à Deschaillons pour intéresser vraiment l'industrie. Par contre, il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Fortierville, Sainte-Françoise, là, il y en aurait probablement assez. Et ce n'est pas pour rien qu'ils veulent faire des projets pilotes là-bas. Mais ce que vous auriez, vous, c'est plus les inconvénients. Donc, le camionnage, etc. Ça, c'est sûr qu'il y aura des inconvénients pour la municipalité. En ce qui concerne les mines, parce que maintenant, avec la nouvelle loi